How dare you? Make our planet great again. On fait désormais comme si c'était normal, comme si ces événements s'étaient banalisés, et pourtant ce n'est pas normal. La planète crame et on fait comme si de rien n'était, le déni est total. Tous les ans c'est la même chose, je dirais même que c'est désormais en permanence ainsi, en permanence il y a un coin de la planète qui brûle. Toutes les saisons sont concernées par les catastrophes, canicules, incendies, inondations, pandémies, on peut les enchaîner comme ça longtemps. Les incendies par exemple, en Australie, au Brésil, en Californie, aujourd'hui à Chypre, on trouve même plus ça surprenant. On peut aussi parler des inondations qui se produisent tous les ans d'une violence inouïe. On le voit près de chez nous, en Occitanie, en automne, il y a les épisodes cévenols, phénomènes naturels mais qui se produisent de plus en plus tôt dans l'année, de plus en plus violemment et dans l'intensité interroge. Et il y a ce qui se produit actuellement sur quasiment tous les continents, les canicules, les sécheresses. À quel point est-ce naturel? À quel point sommes-nous responsables? Parce que toutes ces catastrophes nous rappellent quotidiennement que ça ne va pas. Dans ces conditions, on s'attend à ce que les politiques et les journalistes s'emparent sérieusement de ces sujets. Il ne s'agit rien de moins que de la survie de nombreuses espèces, dont l'espèce humaine. Mais alors, comment expliquer dans ce cas que ces dernières semaines, on ait préféré plutôt parler de ça? Si vous aviez été à la place de Jordan Bardella, est-ce que vous auriez émargé dans ce bureau de vote? Ou de ça? Certaines familles, françaises ou non, d'origine étrangère, au moment des mariages, brandissent des drapeaux étrangers ou manifestent par des danses, des spectacles, les traditions qui sont les leurs. Non mais je veux dire, c'est certain, tous les matins en se levant, on se dit que notre survie dépend des crop tops ou de nos pratiques de danse traditionnelles. Et puis, c'est pas comme si le Haut Conseil pour le climat n'avait pas récemment publié un rapport le mercredi 30 juin en mettant l'accent sur les risques liés au changement climatique. Un document qui juge insuffisante l'action climatique du gouvernement. On peut aussi parler de la décision récente du Conseil d'État suite à un recours de la ville de Grande-Synthe. L'institution observe d'une part que la baisse des émissions en 2019 est faible, que celle de 2020 n'est pas significative, et il estime qu'on ne pourra pas atteindre une baisse de 12% des émissions pour la période 2024-2028 si de nouvelles mesures ne sont pas adoptées rapidement. Le Conseil d'État demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour remettre la France sur la trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que l'État s'est engagé à respecter, c'est-à-dire qu'il ordonne au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires avant le 31 mars 2022 pour atteindre l'objectif issu de l'accord de Paris, moins 40% d'ici à 2030. C'est peut-être sur ça que les politiques devraient s'exprimer. C'est peut-être sur ces données factuelles que les journalistes devraient interroger nos responsables gouvernementaux. Est-ce qu'à un moment donné, on va accepter de regarder la réalité en face, faire le lien entre toutes ces catastrophes et arrêter de se mentir, de faire comme si tout allait bien alors que ça ne va pas? Et pourtant, ça pourrait aller si les politiques étaient à la hauteur. Alors certes, il y a eu la une de Libé pour nous rappeler à la réalité, celle des 49,6 degrés au Canada. Mais si on regarde l'ensemble avec les autres médias, ça fait peu. Et tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, on est sidéré devant le faible niveau du débat politique et médiatique, tellement loin, tellement à la ramasse, tellement à côté de la plaque. Est-ce qu'on, parfois, on n'exagère pas un peu quand on nous raconte que c'est la fin du monde? Franchement, comment expliquer ce paysage médiatique et politique si désolant? Le dernier exemple en date, qui illustre parfaitement la bêtise qui domine sur les plateaux télé, c'est le traitement qui fait suite à l'action d'attaque à la Samaritaine à Paris. C'est quand même incroyable qu'à un moment où l'actualité nous rappelle chaque jour la gravité des événements qu'on vit, on préfère s'indigner d'une action qui vise à dénoncer les responsables de tous ces malheurs. Et ça, celle qui nous l'explique le mieux, c'est Aurélie Trouvé, porte-parole d'Attaque. On a mis, je pense, 1 demi-litre de gouache, peinture lavable à l'eau, sur les vitres de la Samaritaine. Et surtout, on a déployé une énorme banderole sur l'échafaudage du siège de Louis Vuitton. Pourquoi là-bas? Parce que le groupe LVMH et la Samaritaine qui l'appartiennent sont détenus par Bernard Arnault, qui est la première fortune de France, 5e fortune mondiale, et qui s'est enrichi énormément pendant la crise, en tout cas de 62 milliards d'euros.
en un an, ce qui correspond, pour être clair, à plus que tous les salaires des personnels de tous les hôpitaux publics, des 960 000 personnes d'hôpitaux publics, enfin, pour vous donner une idée de cet enrichissement en un an de Bernard Arnault. Et ce n'est pas seulement derrière Bernard Arnault qu'on visait, puisque sur la grande banderole qui a été déployée sur l'échafaudage, il y avait aussi les visages de Bettencourt, Drahi et Pinault. Et en tout et pour tout, la petite quarantaine de milliardaires français ont augmenté leur richesse en un an et demi de 290 à 490 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y a eu un enrichissement hallucinant des milliardaires pendant la crise, pour diverses raisons, hein, mais notamment parce qu'il y a eu les cadeaux fiscaux faits aux plus riches, parce qu'aussi là, les dividendes ont réaugmenté fortement des multinationales, plus 20% de 2020 à 2021. Et en l'occurrence, LVMH, c'est un groupe qui a supprimé des emplois dans le monde, des milliers d'emplois dans le monde, des centaines d'emplois en France pendant la crise, mais qui a touché des aides, notamment le groupe Sephora, au chômage partiel, et qui, dans le même temps, verse 3 milliards de dividendes à ses actionnaires. Donc voilà pourquoi on s'en prend au groupe LVMH, mais évidemment, derrière ce qu'on vise aussi, c'est la complicité du gouvernement. C'est l'enrichissement indécent de milliardaires qui se fait au détriment, et c'est ça qui est important, des besoins socio-écologiques, parce que, en l'occurrence, on ne vise pas les riches, on vise les inégalités sociales. Et le problème, c'est que ces multinationales pratiquent massivement l'évasion fiscale, détruisent des emplois tout en touchant des aides publiques. Or, on pourrait aujourd'hui récupérer beaucoup plus d'argent public en taxant les plus riches, en rétablissant une fiscalité juste qui s'en prenne aux plus riches et aux multinationales. Et à quoi ça sert aujourd'hui l'argent public? Dans une crise comme celle-ci en particulier, eh bien, ça sert à renforcer les services publics, notamment ceux de la santé et de l'éducation. Ça sert aussi à renforcer ou en tout cas maintenir la protection sociale. Je rappelle qu'on est en pleine période où la loi assurance chômage s'impose en diminuant les droits des chômeurs et en diminuant les droits de retraités. Donc en somme, on fait payer la crise non pas aux plus riches, mais aux plus précaires, quoi. Voilà. Et cet argent public aussi doit servir à la transition écologique. Et on a besoin d'une énorme impulsion budgétaire pour la transition écologique. Alors ça, on le montre dans le collectif Plus Jamais Ça, où il y a plein d'associations syndicales. On pourrait créer aujourd'hui des centaines de milliers d'emplois dans la transition écologique. Après cette action, de nombreux politiques se sont exprimés en soutien au groupe LVMH, accourant pour prendre la défense de Bernard Arnault. Il y a eu des tweets de la maire de Paris, de la présidente de la région Île-de-France et des journalistes qui demandent même à des ministres de se positionner s'ils condamnent ces actes. Condamnez-vous cette attaque, Gabriel Attal? Oui. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, je condamne totalement cet acte. Je préférerais qu'on passe du temps sur, par exemple, le projet de la Samaritaine qui va créer 3000 emplois. Et ça interroge quand même beaucoup sur le niveau de nos politiques et de nos médias. On ne s'attendait pas à une réaction aussi forte et hostile du bloc, de ce que moi j'appelle le bloc bourgeois, quoi. C'est-à-dire tous ceux qui défendent des politiques au service des riches. En gros, il y a vraiment eu un truc, touche pas à mon milliardaire, hein. Touche pas à mon Bernard Arnault, quoi. Par contre, ils sont peu nombreux dans ces médias pour parler de la responsabilité des multinationales, de ces fleurons tant vantés par nos ministres dans ce qu'on vit. Pourtant, il faut le rappeler, selon un rapport d'Oxfam de mars 2021, les entreprises du CAC 40 nous conduisent vers un réchauffement climatique de plus 3,5 degrés d'ici 2100. Une température bien au-delà de l'objectif de plus 1,5 degrés inscrit dans l'accord de Paris. LVMH, c'est plus de 300 filiales dans les paradis fiscaux. LVMH a été prise dans tous les derniers, enfin en tout cas une partie des scandales financiers récents, que ce soit les Paradise Papers ou OpenLux. Donc on est quand même assez sûr de nous sur la multinationale à laquelle on s'en prend et le milliardaire auquel on s'en prend. Mais c'est vrai que ça vise l'ensemble des milliardaires, mais surtout ça vise les inégalités sociales qui sont derrière, comme je disais, et la complicité du gouvernement et le fait qu'à côté de ça, on est en train de détruire les droits sociaux et de ne pas répondre à la crise écologique. Et puis il y a un dernier problème, hein, je crois, c'est que tous les grands médias, enfin pas tout, une grande partie en tout cas, appartiennent à ces milliardaires qu'on a pointés du doigt, notamment Drahi et Bernard Arnault. Donc forcément, quand on affiche leur tête sur le siège de LVMH, bah, ça fait grincer des dents, ça fait hurler tous les médias de droite et tous ceux qui appartiennent à ces milliardaires. Alors c'est sûr, quand il faut s'indigner contre des activistes en lutte, il y a du monde. Mais quand il faut s'alarmer de la trajectoire que nos dirigeants nous font prendre, il n'y a plus grand monde. Moi, je veux bien qu'on combatte le capitalisme, mais je veux dire, à un moment, il faut quand même pas jouer contre son camp. Je ne sais pas de quel camp il parle, mais effectivement, on n'est pas dans le même camp. Je crois qu'il n'a pas compris, en fait. Nous, on est dans le camp de ceux qui veulent de la création d'emplois par les multinationales, alors qu'elles en ont détruit des centaines de milliers depuis un an,
et qu'on est à 2,7 millions de chômeurs. On est dans le camp de ceux qui pensent qu'il faut que les multinationales soient contraintes à la transition écologique et sociale, qu'elles versent moins de dividendes aux actionnaires pour que la richesse créée puisse bénéficier plutôt à l'emploi et à la transition écologique et aux investissements. C'est dans ce camp-là qu'on se trouve. Effectivement, on n'est pas du tout dans le même camp que le gouvernement. Quand il s'agit d'écouter les scientifiques, de lire les études, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui souffrent, qui manifestent, de la jeunesse qui est inquiète. Il y en a beaucoup cet été qui se mobilisent contre les catastrophes en cours et qui alertent sur celles à venir, sur des drames annoncés, au jardin d'Aubervilliers par exemple, occupé pour empêcher des projets olympiques destructeurs qui n'auront pour conséquence que d'empirer l'effet canicule en Seine-Saint-Denis après 2024, au Carnet, au Triangle de Gonesse, au jardin de l'Engrenage à Dijon et ailleurs. Là, il n'y a quasiment plus personne pour en parler. C'est extrêmement frustrant parce qu'on a beau être quelques-uns à raconter, documenter, en fait, on ne fait que constater toujours plus l'inaction et pire, des actes politiques, destructeurs, criminels qui vont à l'encontre des beaux discours qu'on entend. Parce que ça, oui, nos présidents, ils ont toujours été forts pour les discours et les formules choc. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Par contre, s'agissant des actes, le constat est plus amer. Et sur l'écologie, on n'a pas le temps. Je veux dire, ça, là on le voit avec le réchauffement climatique, ce qui se passe actuellement, notamment au Canada et ailleurs, on n'a pas le temps. Et c'est aujourd'hui qu'il faut faire cet immense effort budgétaire au service de la transition écologique, ce qui n'est absolument pas réalisé par le gouvernement dans son malheureux simili-plan de relance, quoi. Mais bon, on peut se le répéter, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage.